Ce que je vis était une jeune femme aux longs cheveux bruns qui allait et venait dans la cuisine d'un petit appartement. Elle tenait dans ses bras un jeune enfant, visiblement fiévreux, dont la toux me fit peur, d'autant qu'elle s'accompagnait de terribles ronflements dans la poitrine, chaque fois qu'il inspirait. Un inhalateur était placé près d'un berceau et la jeune femme en approcha l'enfant. Par la fenêtre, j'apercevais un arbre de Noël aux branches maigres et dépenaillées, garni de 2 ou 3 guirlandes qui semblaient de seconde main. Quand elle se tourna vers moi, quelque chose me sembla familier dans son visage. Était-ce moi dans ma jeunesse avec Rebecca malade? Je ne reconnaissais pas l'appartement. M'étais-je trompé de poilon? Un téléphone sonna et la femme prit le combiné, cependant que l'enfant était saisi d'un fort accès de toux mêlé à des vagissements de détresse. Sa fièvre a monté. Je ne sais comment la faire baisser. Je ne sais plus quoi faire. Cette voix, sa voix. Ma propre fille était mère. Non, je ne l'appellerai pas, dit Rebecca. Quelqu'un parlait à l'autre bout du fil. Ça m'est égal qu'elle puisse m'aider ou non. Pas question que je l'appelle. Lentement, le décor de l'appartement s'effaça et je pénétrai dans une salle sombre et bruyante, remplie de rires, de musique et de gens qui secouaient la neige de leurs manteaux sur un parquet trempé. À une table, dans un coin, 2 jeunes gens levaient leurs verres pour trinquer. Ils étaient beaux malgré leur visage rougi et leur barbe de plusieurs jours. À la prochaine veille de Noël, dit le plus jeune, « C'est chouette de te voir. » Oui, répondit l'autre. Il avala une grande gorgée et le silence se fit entre eux. À peine se regardaient-ils. « On croirait que c'était hier, pas vrai ?» reprit le plus jeune. « Quoi? L'accident. Ça fait 20 ans aujourd'hui. Et notre vie a changé pour toujours. » L'autre fixa des yeux la table. « C'est vrai, marmonna-t-il. Je voudrais bien avoir des nouvelles de Rebecca un soir comme celui-ci. Pour être franc, je crois que ça ne va pas fort entre son mari et elle. Je ne peux pas dire que ça me surprenne. Et toi? » Le plus jeune fit non de la tête. « Toi, ça va en ce moment? » demanda-t-il. Une autre longue gorgée, puis un haussement d'épaule. « Oh, tant que j'ai quelque chose à boire. » Il fixa des yeux son verre. « En fait, non, pas vraiment, se corrigea-t-il d'une voix sourde. La vérité, c'est que je me sens perdu. Comme si j'avais le choix entre une centaine de routes, mais que toutes finissaient en impasse. Chaque fois que j'entends un bulletin météo, où il est question de neige, ou que je vois la lumière clignoter par manque de courant, je me retrouve dans le salon, cette fameuse nuit, sous les couvertures. Après cette année-là, Noël n'a plus jamais été pareil, pas vrai? Le plus âgé secoua la tête avant de finir son verre. « Tu as parlé à maman ces temps-ci » lui demanda David. « Non, c'est encore difficile d'oublier tout ce qui s'est passé. »« Je sais, mais ça remonte à 20 ans. Le moment est peut-être venu de tourner la page, tu ne crois pas? »« Je peux vous apporter autre chose ?» demanda une jolie serveuse en se trémoussant près de leur table. « Oui, 2 pintes de la même, » lui répondit Justin. « Tout de suite. » Le bar et les 2 jeunes gens assis à leur table s'évanouirent devant mes yeux, de même que les reliefs de pistaches et de cacahuètes et la musique tonitruante se tut. C'était mon mari que je voulais retrouver, et j'étais tombé sur toute autre chose, quelque chose de complètement inattendu. Comme si voir mes enfants dans 20 ans ne m'avait pas suffi. La scène suivante me coupa la respiration. Jacob, le mari de ma jeunesse, était devenu un vieil homme aux épaules voûtées. Son visage mal rasé était ravagé par les ans. Sa peau ridée portait des taches brunâtres de vieillesse, et il y avait une sorte d'obscurité dans ses yeux, ou un grand vide. Il mangeait seul et en silence,
près d'un petit arbre de Noël, posé sur une table basse, où étaient éparpillées des photos, des images de ce qui avait été. Je ne remarquai rien de significatif jusqu'au moment où il se leva et alla de la table de sa salle à manger à la cuisine. Pour ce faire, il lui fallut un effort presque surhumain, car sa jambe droite était comme morte, et il devait la tirer derrière lui. De surcroît, il lui manquait des doigts aux deux mains. Je tendis la mienne dans la pénombre, naturellement sans pouvoir l'atteindre. « Oh, Jacob !» murmurai-je. L'instant d'après, je n'étais plus là. À travers la neige qui tourbillonnait, ce fut une autre scène qui me happa. Une femme dans une autre cuisine rangeait des courses. Je ne voyais pas son visage et pourtant, je savais que je la connaissais. On se reconnaît toujours, même de dos. Si tout à l'heure j'avais comparé mes hanches étroites de jeune fille à ce qu'elles étaient maintenant, à présent je les comparais à ce qu'elles seraient dans 20 ans. Même si le travail d'affaissement se serait poursuivi, mon apparence me remplit d'une certaine fierté. Mes cheveux étaient plus courts et gris par endroits, surtout aux racines. Mes avant-bras un peu flasques, et quand je tournais la tête, je vis les rides qui sillonnaient mon front et mes joues et mon cou de douairière. Mais dans l'ensemble, je n'étais pas si mal, du moins du strict point de vue physique. Ce qui m'inquiéta en revanche, ce fut l'expression de mon visage, la vacuité que j'y lisais. J'entendis des voix de commentateurs et les cris d'une foule impatiente. Autrement dit, la cacophonie bien reconnaissable d'un match de football télévisé. Au bas de la pile de denrées alimentaires, il y avait un carton de canettes de bière, et à peine eus-je réparti les courses dans le frigo et les placards qu'un Éric, qui avait considérablement grossi, fit son entrée. « J'espère que tu ne les as pas laissés au chaud. » Il déchira le carton, tâta les bières et jura. « Elles iront directement dans le frigo du sous-sol. En remontant, tu pourras me rapporter le reste des Budweiser. » Au moins, c'était une demande, non un ordre. La docilité avec laquelle j'obtempérais me laissa presque bouche bée. Tandis qu'il ressortait, je marmonnais quelque chose d'inintelligible en prenant le carton de canettes. « Qu'est-ce que tu dis ?» demanda-t-il d'un ton rogue en se retournant. « Rien, rien. » Je reposai le carton et me détournai. « Je veux savoir ce que tu as dit. » Éric se tenait dans l'encadrement de la porte, à un endroit où il pouvait tout à la fois me crier dessus et voir le match dans la pièce voisine. J'avais du mal à gober son attitude. L'homme gentil et attentionné qui m'avait envoyé des courriels d'encouragement me toisait maintenant. Alors que je me penchais pour saisir de nouveau le carton, il me saisit le bras. « Je ne te permettrai pas de m'ignorer. Répète-moi ce que tu as dit. »« Rien, répondis-je d'un ton suppliant, les larmes aux yeux et tremblante. J'avais vraiment peur, comme si de telles scènes s'étaient déjà produites à maintes reprises. Peut-être était-ce pour cette raison que mon regard me semblait si vide. « S'il te plaît, laisse-moi descendre, je reviens tout de suite. »« Tu as intérêt, me lança-t-il, comme s'il crachait ses paroles. » En menant mon regard sur la pièce, j'aperçus quelques photos de mes 3 enfants, placées à des endroits discrets, presque cachés ici et là, comme si quelques décrets interdisaient que mon passé empiétât sur mon présent. Quelque chose se crispa dans mon ventre et je compris que l'herbe, censée être plus verte de l'autre côté de la clôture, des relations était une billevesée. Comme si j'avais ramené chez moi un animal sauvage et tenté de le domestiquer. Les seuls bruits révélant qu'il y avait de la vie dans cette maison n'étaient pas ceux d'enfants ou de petits-enfants, mais de types qui couraient après un ballon, sous les rugissements d'une foule excitée, et de temps à autre, une éructation d'Éric. Je me vis remontant un escalier avec une autre provision de bière, destinée à l'homme de mes rêves. Comment en étais-je arrivé là? Avais-je passé ces 20 années avec lui?
Un peu d'eau frémissait au-dessus du feu. Regret se tenait à côté de moi, regardant s'évaporer le reliquat de neige fondue. Je reposais le poêlon et respirais profondément. Des pensées angoissées tournoyaient dans ma tête comme les tourbillons de vent de la tempête. Je courus à la fenêtre de derrière, cherchant à deviner un signe de vie, une lumière. Je ne vis ni l'une ni l'autre, seulement l'épaisseur de la nuit. De nouveau, j'essayais de faire fonctionner le téléphone. Silence. Avec ma lampe de poche, j'allais dans le garage. La voiture de G n'était plus là. La porte du garage était grande ouverte. Dans l'allée, même si la neige formait maintenant une couche de plus d'1 mètre, des traces de pneus étaient encore visibles. Dans le garage était garé un 4x4 noir, sûrement le véhicule dont Jay m'avait parlé. Je refermais la porte et, impuissante, regardais Regret monter l'escalier et disparaître en haut des marches. Quand je le suivis, le son de mes pas éveilla des échos dans la maison. À l'étage, le parquet me sembla très lisse et très froid. Un couloir s'ouvrait sur ma droite que j'éclairais avec ma lampe de poche. Des deux côtés, il y avait des chambres aux portes à 6 panneaux de bois toutes fermées. Elles n'étaient pas numérotées, mais chacune portait un nom. Bonté, patience, modestie, et d'autres dont je reconnus qu'ils appartenaient aux fruits de l'esprit. Je ne connaissais pas très bien la Bible, mais de cela, je me souvenais. J'ouvris l'une de ces portes où était inscrit le mot « joie » et découvris une pièce claire et accueillante. Sur le lit extra-large était posé un édredon jaune vif et le papier peint était orné de rayons de soleil et d'arc-en-ciel. Rien qu'à le voir, un sourire me vint aux lèvres. Au mur, un canevas représentait une corbeille de fruits, avec au-dessous ces mots « Le fruit de l'esprit est la joie ». Sur des rayonnages, je vis de nombreux livres sur le mariage, ainsi que quelques romans. Je refermai la porte et allai au bout du couloir, où une autre porte était entrebâillée de quelques centimètres, juste assez pour que Regret s'y glissât. Il y était inscrit le mot « paix ». Un mince ray de lumière éclairait un peu le couloir. Je m'immobilisai pour écouter. Un murmure planait tel un flocon de neige, trop léger pour tomber. Ce que disait cette voix ressemblait à la prière de qui lutte pour parvenir à respirer. « Donne-moi la force d'affronter cette épreuve », disait la femme. Je tout sautai pour signaler ma présence. Regret reparut dans l'entrebâillement de la porte, oreille dressée. « Entrez. Je ne veux pas vous déranger. »« Non, non, entrez donc. » Sa voix était frêle et cassée. Je poussai doucement la porte et Regret recula de quelques pas, puis fit volte-face, courut jusqu'à une chaise et de là sauta sur le lit. Il y avait du feu dans une cheminée qui éclairait la chambre d'une clarté mordorée. J'éteignis ma lampe de poche et m'avançai. Un fauteuil d'aspect confortable était placé juste à côté de l'âtre et sur la table de chevet était posée une vieille Bible qui avait dû beaucoup servir. D'autres livres emplissaient un rayonnage contre l'un des murs. La grande commode me parut familière car elle ressemblait beaucoup à celle que ma mère m'avait laissée. Ici, le papier peint était d'un bleu ciel, très tendre, et le feu qui crépitait conférait à la chambre quelque chose de chaleureux, quelque chose de douillet. « Vous devez être Marley », dit la femme, dont les cheveux blancs dépassaient à peine de l'épaisse couette brodée. Elle était pelotonnée sous une montagne de couverture. « Oui, répondis-je, m'approchant davantage. « Et vous êtes l'épouse de G. »« C'est bien ça, je vous attendais. » Il m'a raconté ce qui vous est arrivé. Approchez donc une chaise que je puisse vous voir. Je ne peux pas m'attarder, objectai-je. Je voulais seulement vous demander la permission de prendre l'autre voiture pour partir à la recherche de mon mari. Jay est sorti dans l'espoir de le trouver et je m'inquiète. Avec beaucoup d'efforts, la vieille dame s'assit dans son lit. Il faisait plus sombre de ce côté de la pièce, mais je distinguais les traits de son visage dans la lumière mouvante. Ses cheveux étaient très blancs. Son visage, maigre et aussi froissé que les pages
de certains écrivains perfectionnistes. Elle avait des mains osseuses, déformées par l'arthrose, aux veines bleues saillantes, et sa peau faisait l'effet d'un vieux manteau, trop large. Ses joues et son front étaient d'une pâleur extrême. Elle s'humectait les lèvres avec une langue qui semblait enflée. « Ça ne vous ennuie pas de me passer ce verre d'eau ?» dit-elle, tendant un doigt tremblant vers la table de chevet à 20 centimètres d'elle. Elle but 2 ou 3 gorgées avec une paille comme un enfant. Puis, elle fit claquer ses lèvres et prit une profonde inspiration. « Merci, murmura-t-elle en soupirant. Je remis le verre à sa place et elle me demanda si la tempête de neige s'était calmée. J'allais voir à la fenêtre et quand je revins vers elle, il y avait sur son visage, dans l'inquiétude qu'il exprimait, un je ne sais quoi qui me sembla familier. Une étincelle dans les yeux qui brillait comme si elle venait de reconnaître quelque chose. Non, on dirait qu'elle ne se calme pas du tout. Je me fais beaucoup de soucis pour mon mari et pour le vôtre. Prenez la voiture si vous voulez. D'ordinaire, j'ai accroche les clés à un tableau près de la porte du garage. Les mots sortaient de sa bouche lentement et avec peine, comme si elle voulait dire autre chose, mais pour une mystérieuse raison, se retenait. Quand je me levai pour partir, elle tendit brusquement sa main, blafarde et émaciée, et me saisit le poignet. Ce fut comme si je recevais une légère décharge électrique, une expérience sensorielle, jusqu'alors inconnue de moi, comme si un passage interdit venait de s'ouvrir à quoi? Le mot qui me vint à l'esprit fut, je ne sais pourquoi, celui de miséricorde. « Qu'est-ce qui vous alarme ?» demanda la vieille dame. « Vous êtes troublé par quelque chose ? Je le sens bien. Quelque chose que vous avez vu. »